Alors, dysphorie, dissociation, ce sont deux mots qu'on entend de plus en plus, hein. Ils décrivent tous les deux une forme de souffrance, c'est vrai. Mais attention, ils ne parlent pas du tout de la même chose. D'un côté, on a un lien, même s'il est douloureux, avec soi. De l'autre, c'est une rupture, une sorte de déconnexion pour se protéger. Allez, on va décortiquer ensemble cette distinction parce qu'elle est vraiment essentielle pour comprendre certains enjeux d'aujourd'hui. Ça nous amène à une question fondamentale, vraiment au cœur du sujet. Quand on souffre, est-ce que ça nous rapproche de qui on est, même si ça fait mal, ou au contraire, est-ce que c'est un mécanisme qui nous force à couper les ponts avec nous-mêmes juste pour tenir le coup? Ok, voilà le programme pour y voir plus clair. On va commencer par bien définir dysphorie et dissociation. Ensuite, on verra un exemple très concret, une histoire de gène. Après ça, on parlera du pouvoir des mots, des diagnostics. On explorera 3 scénarios possibles. Et pour finir, on prendra un peu de hauteur pour regarder le contexte global, celui d'un monde plutôt angoissant. Allez, on commence tout de suite. Dysphorie contre dissociation. C'est quoi au juste la grande différence? Alors, la dysphorie, pensez-y comme un état de mal-être, un sentiment vraiment profond que quelque chose ne colle pas. Ça peut être lié au corps, au rôle qu'on nous donne dans la société, mais le point clé, le plus important, c'est que le sentiment d'être soi, lui, il ne bouge pas. La personne sait qui elle est, mais cette identité est source de souffrance. Cette phrase résume ça parfaitement. Je suis moi, mais quelque chose dans ma condition me fait souffrir. Vous voyez, le je est solide, il est là. Ce n'est pas l'identité qui est en crise, c'est la condition qui est douloureuse. C'est ça qui est au centre. Et là, avec la dissociation, on change complètement de registre. C'est autre chose. On n'est plus dans une souffrance à l'intérieur d'une identité qui se tient. Non, là on parle d'une vraie fracture, une rupture. C'est comme si la conscience, la mémoire, l'identité, bref, tout ce qui fait qu'on se sent un, se mettait à se déconnecter. C'est souvent une réaction de survie, un disjoncteur qui saute face à un trauma. Et du coup, l'expérience vécue est radicalement différente. On passe de « ça me fait mal » à « ce n'est pas moi ». Ou même « ce qui se passe là n'est pas réel ». C'est une sensation de déconnexion, d'étrangeté par rapport à soi-même et au monde. Donc, pour résumer très simplement, la dysphorie, c'est une souffrance qui porte sur ce que l'on est, le contenu. La dissociation, c'est une altération de la manière dont on fait l'expérience d'être, le contenant, si vous voulez. C'est le système lui-même qui se met en mode protection et qui se fragmente. Ok, passons à la deuxième partie. Pour que tout ça soit moins abstrait, on va se pencher sur un cas concret. Une histoire de gêne vécue à l'adolescence. Je ne savais pas quoi faire de mes mains. Ah ah, ça parle, hein? Cette sensation terrible, typique de l'adolescence où d'un coup on est hyper conscient de son propre corps. Sous le regard des autres, on se sent gauche, encombrant, comme si ce corps n'était pas vraiment à nous. Et quand on décortique ce sentiment, on voit d'où il vient. Ce n'est pas forcément une crise existentielle, c'est un mélange de plein de choses. Une hyperconscience de soi en public, le stress qui rend les mouvements chaotiques, des règles familiales très strictes sur la posture, et puis un nouvel environnement social qui peut être totalement écrasant. Le fond du problème, ce n'était pas « je suis dans le mauvais corps ». C'était plutôt « comment est-ce que je peux avoir un corps qui soit acceptable aux yeux des autres, ici et maintenant ?» La source du malaise était située dans la relation au monde, dans le social, pas à l'intérieur du corps lui-même. Et ça nous amène directement à notre troisième point, le pouvoir des étiquettes. Parce que cet exemple soulève une question hyper importante. Est-ce que la façon dont notre culture parle de la souffrance change la façon dont on la vit? Posons-nous la question. Ce même malaise adolescent, aujourd'hui, est-ce qu'il serait lu de la même façon? Probablement pas. Et c'est là qu'on touche à quelque chose de crucial. Les mots qu'une culture nous offre pour nommer notre mal-être ne sont pas neutres. Ils ne font pas que décrire, ils orientent, ils façonnent l'expérience elle-même. Un diagnostic, ce n'est jamais juste une description clinique, c'est aussi ce qu'on appelle une offre de sens. C'est comme une histoire qu'on nous propose pour expliquer ce qu'on ressent. Et quand une histoire est très présente, très médiatisée, elle devient une option plus évidente, parfois même rassurante, pour mettre des mots sur une angoisse qui à la base est peut-être très floue. Et on voit bien la bascule. On peut passer de souffrir dans son corps, à cause du regard des autres, du contexte, à souffrir de son corps, comme si la source du problème était uniquement interne, biologique. Le risque, bien sûr, c'est de localiser le problème uniquement dans l'individu, alors qu'il est peut-être aussi dans l'interaction avec le monde. Ce qui nous conduit à la quatrième partie. Imaginons maintenant qu'un diagnostic soit posé. Que peut-il se passer ensuite? L'analyse propose une sorte d'expérience de pensée, avec 3 grandes trajectoires possibles. Alors, quelles sont ces 3 voies? Premièrement, une intégration réussie. Deuxièmement, une amplification de la souffrance. Et troisièmement, une forme d'adaptation qu'on pourrait qualifier de dissociative. Alors, détaillons un peu. L'intégration réussie, c'est quand le diagnostic était juste. L'intervention aide la personne à se sentir plus cohérente, à se réapproprier son histoire. Scénario 2, la souffrance est amplifiée.
Ça arrive quand la cause profonde du mal-être était ailleurs. La transition n'a pas résolu le problème, elle a peut-être même ajouté de la complexité. Et enfin, l'adaptation dissociative. C'est quand la personne s'adapte au changement, mais sans une intégration profonde. C'est plus une gestion en surface, avec une certaine distance émotionnelle. Et on en arrive à notre dernier point qui est peut-être le plus important. Il faut qu'on dézoome un peu. On va parler de l'anxiété, mais pas seulement l'anxiété individuelle, l'anxiété d'une époque, d'un monde. Parce qu'il faut bien se rendre compte du monde dans lequel les jeunes grandissent aujourd'hui. On parle d'instabilité géopolitique, d'éco-anxiété, d'une crise du sens, de l'avenir du travail. C'est un climat général d'incertitude, une sorte d'anxiété flottante, massive, qui est difficile à nommer. Et dans ce contexte où tout semble si flou, si hors de contrôle, le corps peut devenir une sorte de point d'ancrage, le dernier territoire concret sur lequel on a l'impression d'avoir une prise. Et du coup, il peut devenir le réceptacle de toute cette anxiété diffuse. Et là, attention, c'est un point absolument crucial. Le but n'est jamais de dire que cette souffrance est fausse ou inventée. Bien au contraire, elle est à 100% réelle. La seule question qu'on pose, c'est comment est-ce que son expression est canalisée, façonnée par les histoires et les diagnostics qui sont disponibles dans notre culture à un moment donné. Et tout ça, ça nous laisse avec une question vertigineuse en fait. La façon dont on nomme la souffrance, est-ce qu'elle ouvre des portes? Est-ce qu'elle permet d'explorer toutes les facettes d'un mal-être? Ou est-ce qu'au contraire, parfois, elle risque de les fermer un peu trop vite? C'est tout le pouvoir et toute la responsabilité des mots que l'on choisit.